Le coronavirus est donc arrivé en Europe. Les gestes barrières. Nous allons vaincre ce virus. La première. Vous pouvez inviter chez vous 4 personnes. Tous les rassemblements sont interdits. Les clés. Déconfinement pour le déconfinement du déconfinement. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour une mini-série spéciale Covid 5 ans après. Il y a tout juste 5 ans, le monde faisait connaissance avec un virus mortel qui allait mettre une bonne partie de nos activités à l'arrêt pendant de très longs mois. Et 5 ans plus tard, on sent bien que cette épidémie a laissé des traces très douloureuses dans nos sociétés, qu'elle a aussi été à l'origine de beaucoup de méfiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis aussi des scientifiques. Alors 5 ans plus tard, on a décidé de revenir sur le Covid dans les clés en posant 4 questions sensibles dont voici la première. Est-ce qu'avec le Covid, on a sacrifié les jeunes pour sauver les vieux ? On va prendre 27 minutes pour y voir clair. La première. Les clés. Franchement, on est en train de sacrifier des générations de jeunes avec des conséquences sur la santé mentale qui vont être énormes pour sauver des personnes âgées qui seraient de toute façon décédées quelques mois ou quelques années plus tard. Ce commentaire, qui date de décembre 2020, fait écho à beaucoup d'autres, dont celui-ci encore. J'ai 78 ans et je m'inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants. Qu'on arrête les confinements et qu'on les laisse vivre. Moi, j'ai bien vécu, tant pis si je dois mourir à cause de ce virus. C'est une question lancinante qui est revenue souvent durant les longs mois de confinement. Pourquoi prendre des mesures aussi drastiques, aussi restrictives de nos libertés pour sauver surtout des personnes âgées, voire très âgées ? Eh bien, on va creuser cette question en repartant d'abord des chiffres. L'avantage, avec le recul du temps, c'est que l'on a des données consolidées que l'on n'avait pas à l'époque, durant l'épidémie elle-même. En juin 2023, Sciensano a sorti un rapport qui analysait finement la mortalité liée au Covid depuis la vague 1 jusqu'à la vague 7, c'est-à-dire entre mars 2020 et septembre 2022. Et que découvre-t-on ? Que 91% des décès attribués au Covid concernaient des personnes de plus de 65 ans. Si on regarde la moyenne d'âge des personnes décédées à cause du Covid, elle est d'un peu plus de 81 ans même. Et si on regarde maintenant la médiane, qui est sans doute un indicateur plus fiable pour mesurer quelle est la tranche d'âge la plus touchée, la médiane, elle s'établit à 84 ans. Donc, oui, quand on regarde ces données-là, les personnes décédées du Covid étaient pour la plupart des personnes âgées, voire très âgées, qui étaient assez proches de la fin de vie. Faut-il alors en conclure que ces personnes seraient de toute façon décédées à ce moment-là, même sans le Covid ? Eh bien, de toute évidence, non. Et là, les chiffres de Sciensano sont très clairs. Sur la première vague de l'épidémie, donc entre mars 2020 et juin 2020, on a eu 8400 décès en plus que la moyenne de cette même période sur des années sans Covid. C'est donc une surmortalité de plus 26%. Et sur la seconde vague, plus longue, entre fin août 2020 et février 2021, là, on a eu 9300 morts en excès par rapport à la moyenne d'années sans Covid. C'est donc là une surmortalité de plus 20%. Donc, si on regarde les chiffres comme cela, on voit qu'on a eu une surmortalité très nette pendant les 2 premières vagues, et on se souvient très bien d'ailleurs de ces douloureux décomptes quotidiens. Ce jeudi, le cap des 1000 morts est dépassé en Belgique. La Belgique a donc officiellement franchi la barre des 3000 morts aujourd'hui. Le nombre de morts dus au coronavirus repasse la barre des 100 décès avec 107 morts ces dernières 24 heures pour un total de plus de 8500 depuis le début de la crise. Au total, selon les décomptes de Sciensano, on considère que l'épidémie de Covid a fait plus de 32 000 morts. Et si on regarde les choses sous l'angle de la surmortalité, on a dénombré sur l'ensemble des 7 vagues du Covid une surmortalité par rapport à la moyenne des années sans Covid d'environ
25 000 décès. 25 000 décès en plus que s'il n'y avait eu donc le Covid. C'est beaucoup, mais par contre, si l'on dézoome un peu dans le temps, on voit qu'en 2023 et en 2024, on a connu une sous-mortalité en Belgique, qui est donc sans doute un effet de rattrapage, mais de rattrapage seulement partiel des années Covid. Dès lors, que nous disent ces chiffres ? Ils confirment que les décès liés au Covid ont surtout touché des personnes qui étaient proches de la fin de vie. Pas exclusivement, mais très majoritairement. D'ailleurs, pas loin d'un décès sur deux concernait des personnes qui étaient déjà en maison de repos au moment de l'épidémie. Mais est-ce à dire pour autant qu'on a pris des mesures énormes de restriction de liberté pour ne prolonger que de quelques mois la vie de personnes âgées ? Eh bien, c'est ce que nous allons creuser à présent. Bonjour Leïla Belkir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue, professeur aux cliniques universitaires Saint-Luc. Et cette épidémie, vous l'avez connue au cœur de votre hôpital, qui, comme beaucoup d'hôpitaux, était touché de plein fouet par cette épidémie. Alors, je vais vous poser la question, par rapport à ce qu'on vient d'entendre juste là. Est-ce que vous avez, vous, l'impression que votre travail, durant ces longs mois, même presque 2 ans d'épidémie, il a surtout consisté à prolonger la vie de personnes qui étaient déjà en fin de vie ? Non, clairement pas. Je pense déjà qu'il faut quand même rappeler, on en parlera encore après, que les personnes qui sont décédées à l'hôpital, il faut compter que plus ou moins 20% des personnes qui entraient à l'hôpital mouraient. Certes, il y avait des personnes âgées, clairement, mais pas que. Mais il faut rappeler, je pense, le contexte. À l'époque, les personnes qui mouraient à l'hôpital mouraient seules. Elles ne voyaient pas leur famille. C'était un isolement qui était complet. Donc il y a eu... Ce problème de la mort était beaucoup plus complexe, compliqué, avec des deuils qui ont été aussi compliqués pour les familles. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. L'autre aspect, si on compte que 20% des personnes décédées, ça veut dire qu'il y avait 80% des personnes qui étaient à l'hôpital et qui survivaient. Et toutes les mesures de confinement qui ont été prises à l'époque, c'était aussi et surtout pour pouvoir soigner tout le monde. C'était une vague inconnue, on ne savait pas l'ampleur, on ne savait pas les conséquences, on ne savait pas les dégâts, et on voulait préserver nos soins de santé. Mais donc, ce que vous nous incitez à faire, c'est ne pas regarder que les décès. Parce que si on regarde effectivement juste les chiffres des décès, on voit que ça touche extrêmement majoritairement des personnes qui étaient très âgées, certaines qui, sans doute, effectivement, même si c'est toujours difficile à dire a posteriori, mais n'en avaient plus que pour quelques mois ou quelques années de vie. Par contre, si on regarde qui étaient les personnes qui étaient accueillies dans les hôpitaux, là, on n'avait pas du tout que ces profils-là. C'est ça que vous nous dites. Bien sûr que non. On avait des personnes 40, 50, 60 ans qui soit avaient des facteurs de risque, obésité, hypertension, soit qui n'en avaient pas. Je rappelle quand même qu'il y a eu des personnes jeunes qui sont décédés aussi. Et puis aux soins intensifs, quand les personnes étaient hospitalisées aux soins intensifs, elles y restaient plusieurs semaines. Elles étaient en général intubées et on savait que, ça on a très vite découvert, que lorsqu'elles étaient intubées, la récupération, les personnes qui allaient pouvoir sortir de cette intubation, eh bien ça allait être plus compliqué que pour d'autres pathologies respiratoires. Donc, tout le monde n'a pas été aux soins intensifs. On a fait une sélection quand même en fonction de critères et de savoir si telle personne qui allait aller aux soins, est-ce qu'elle allait quand même avoir des chances de s'en sortir pour justement aussi laisser de la place au maximum de personnes, dont des personnes qui devaient aller aux soins intensifs pour d'autres raisons que le Covid. Donc ça n'a pas du tout été simple comme prise en charge. Il y a eu de nombreuses questions aussi éthiques, mais les hôpitaux étaient pleins, mais ce serait faux de dire qu'ils n'étaient pleins que de personnes âgées. Ce serait tout à fait faux. Ça veut dire que parfois, il a fallu même choisir et se dire, ces personnes-là, elles sont très âgées, leur pronostic vital est de toute façon très très compliqué. On va privilégier, parce qu'on n'a plus assez de lits, des personnes justement plus jeunes, dont on a plus de chances de pouvoir prolonger la vie et une vie qui durera plus longtemps. On a dû parfois se poser ces questions-là. En tout cas, on sait parfois, et même j'ai envie de dire souvent, poser la question, pas forcément qu'avec l'âge, mais vraiment avec cette personne-là qui va aux soins intensifs, est-ce qu'elle a oui ou non une chance de s'en sortir
et d'en guérir. Et donc là, il y avait différents types de critères. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des critères vraiment médicaux. Donc, toute personne qui se dégradait en hospitalisation n'est pas allée aux soins intensifs. Et donc, ces fameuses images qu'on a vues aussi dans les médias de personnes qui étaient mises sur le ventre, qui restaient parfois des semaines, c'était en général des personnes de 50, 60. Oui, il y a eu évidemment aussi des personnes de 70 ans, voire plus, mais ce n'était pas la majorité. Oui, et vous avez été revoir d'ailleurs dans les chiffres de votre hôpital pour la crise. En fait, on découvre que plus de 50% des personnes qui étaient hospitalisées étaient des personnes de moins de 65 ans. Donc si on ne regarde plus les choses que par le prisme des décès a posteriori, on peut avoir l'impression effectivement que c'est surtout des personnes très âgées qui ont souffert du coronavirus. Ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes âgées souvent qui en sont décédées, mais il y a des personnes qu'on a dû soigner parfois très longtemps dans les hôpitaux, qui sont passées par le chat de l'aiguille, qui auraient pu décéder sans les soins qui ont été prodigués parfois pendant de longues semaines. Si on n'avait pas eu cette action-là, le bilan, il aurait été bien différent et on n'aurait pas eu cette concentration sur les segments vraiment les plus âgés de la population s'il n'y avait pas eu l'action dans les hôpitaux. Oui, et puis vraiment, il faut aussi se rappeler le contexte. On ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Je veux dire, on voyait tous les jours, si on se remet et ça vraiment, je l'ai vécu, on l'a vécu quand on était au niveau des hôpitaux. On voyait ce nombre de patients qui ne faisait qu'augmenter. Tous les 2-3 jours, on ouvrait une nouvelle unité de soins. Et à un moment donné, on s'est tous dit, tant pour la première que la deuxième vague, qui a même été plus importante, où est-ce que ça va s'arrêter ? On avait aussi ces images d'Italie, qui nous a quand même toutes et tous marqués. Et donc, on n'avait pas de traitement. Il faut aussi vraiment... On n'avait pas de traitement. On a vu des patients dans des détresses respiratoires comme on n'en avait jamais vu, avec des atteintes pulmonaires comme on n'en avait jamais vu. Et voilà, vous avez vu les chiffres qu'on avait à Saint-Luc. La grande majorité des patients vraiment hospitalisés, c'était pas des patients gériatriques, c'était des personnes de, je vous dis, 40, 50, 60 ans qui avaient 1 ou 2 facteurs de risque, parfois pas de facteurs de risque. Donc, je crois qu'il faut vraiment tout recontextualiser. Et on avait peur à un moment donné que notre système de soins de santé ne tienne pas. Et donc, il fallait stopper cette propagation de virus dans la population. Donc, on n'a pas eu le choix, en fait. Est-ce qu'on aurait pu se dire, et ça, on peut se poser la question ici rétrospectivement, est-ce qu'on aurait pu se dire à un moment donné de l'épidémie, tant pis, on ne soigne plus les personnes âgées de plus de 82 ans, par exemple, en se disant qu'elles ont déjà suffisamment vécu. C'est terriblement cynique, Là, c'est une question théorique, évidemment, que je pose, mais se dire, on ne soigne plus les personnes âgées de plus de 82 ans, et du coup, alors on peut arrêter en parallèle toutes les opérations de confinement, toutes les mesures de protection sanitaire qu'on avait mises en place dans la société. Est-ce que, d'un point de vue théorique, ça aurait tenu la route, ce raisonnement-là, ou pas du tout, en fonction de ce que vous avez pu constater ? C'est aussi une question, et je ne suis pas philosophe, mais beaucoup plus philosophique. Quelle serait une société qui, à un moment donné, dirait « on arrête de soigner telle catégorie de personnes ». Enfin, je veux dire, on ne peut s'en sortir dans ce type de crise qui est quand même mondiale. Je veux dire, le monde n'a jamais connu une telle épidémie, d'une telle pandémie, d'une telle ampleur, sans qu'il n'y ait une certaine solidarité. Ça, moi, je pense que je l'ai souvent et toujours dit. Et donc, non, on n'aurait pas pu. D'autant plus que, je le répète, les personnes qui venaient à l'hôpital, qui allaient aussi chez les médecins traitants, ce n'étaient pas que des personnes âgées, c'était des personnes de tout âge. Et donc, voilà, il y a eu clairement, probablement une gestion à un moment donné, surtout quand on a commencé à mieux connaître peut-être le virus, l'évolution, etc., des gestions dans la communication, dans l'ouverture, fermeture, qui n'a pas été bonne. Il y a beaucoup de choses à critiquer là-dessus et je pense qu'on l'a déjà fait. Mais de là à dire on arrête de soigner, non. C'était intenable éthiquement, mais on entend aussi dans ce que vous nous dites que c'était même intenable pratiquement, parce que si on avait laissé circuler le virus de manière complètement libre et incontrôlée, on aurait eu quand même dans les hôpitaux énormément de patients plus jeunes et sans doute alors un bilan qui non seulement aurait été terrible pour les personnes âgées, mais aussi pour pas mal de personnes plus jeunes. C'est ça au fond qu'on doit se dire aujourd'hui. Oui, il fallait à un moment donné, on ne pensait même pas, je vais être très honnête, en mars 2020, la question c'était même pas on confine tout pour protéger les vieux, c'était on confine tout pour arrêter la propagation du virus parce qu'il y avait un afflux tel de patients qu'on ne savait pas si notre système de soins de santé, si nos hôpitaux, si aussi la médecine de première ligne allait juste
tenir. On n'avait pas de masque, je le rappelle aussi. On n'avait pas à l'époque tout le testing qu'on a pu avoir par après. Donc nous étions démunis face quand même à une grande inconnue, sans traitement. Et donc le premier enjeu, c'était il faut stopper la propagation du virus. Voilà. Et donc ça, rétrospectivement, on ne pouvait pas faire autrement, à vos yeux, que ce que l'on a fait à l'époque. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire autrement à l'époque, non. Voilà donc déjà un premier élément important de l'analyse. Certes, si l'on regarde uniquement les chiffres de décès, on peut avoir l'impression que c'est une épidémie qui n'a affecté que les tranches les plus âgées de la population. Il n'en est rien. Si l'on regarde la fréquentation des hôpitaux durant la crise, on voit qu'une bonne partie des patients admis avaient moins de 65 ans et n'ont dû leur salut qu'au fait de pouvoir être longuement soignés aux soins intensifs. Et donc, il serait faux de penser que les formes graves du Covid n'étaient mortelles que pour les patients les plus âgés. Sans le travail d'arrache-pied mené dans les hôpitaux, on aurait très certainement eu davantage de décès dans les couches plus jeunes de la population. Et puis, on comprend aussi que les mesures de confinement menées lors des 2 premières vagues ne servaient pas seulement à protéger les patients âgés, mais surtout à empêcher l'engorgement des hôpitaux. Un engorgement qui aurait eu des conséquences sur l'ensemble de notre système de soins, pour toutes les pathologies et pour tous les âges. Et d'ailleurs, déjà comme ça, il a parfois fallu faire le choix de réserver certaines places à des personnes qui avaient un meilleur pronostic de vie, justement pour éviter la saturation du système. Enfin, et c'est une remarque essentielle aussi faite par Leila Belkir, si on a tendance à trouver davantage normal que des personnes de 80 ans ou plus soient décédées durant cette crise, il faut se souvenir aussi dans quelles conditions de solitude ces personnes se sont éteintes sans le soutien de leurs proches et de leur famille. Voilà pour cette mise au point importante. Mais abordons alors maintenant le deuxième aspect de notre question. Avec nous aussi dans cette émission, Bernard DeVos. Bonjour. Vous étiez le délégué général aux droits de l'enfant pendant de nombreuses années, et en particulier justement pendant la durée de cette pandémie de coronavirus. Quelle est votre réaction à cette expression qu'on continue à entendre encore assez régulièrement, qui dit « on a sacrifié les jeunes pour sauver les vieux ». On vient d'entendre qu'on n'a pas sauvé que les vieux dans cette épidémie et que si on avait laissé courir le virus, il y aurait eu sans doute des conséquences pour bien d'autres catégories de la population en termes de mortalité. Mais par contre, l'autre partie de l'expression, est-ce qu'on a sacrifié les jeunes durant cette pandémie, Bernard DeVos ? Alors, je rejoins d'abord globalement le point de vue de Leila Belkir. Je pense qu'effectivement, les enfants et les jeunes ont été mêlés à la société en général. On a eu besoin d'un effort de solidarité inédit et ils ont joué le jeu. Par contre, je pense que plus que d'autres, les jeunes ont été, j'ai envie de dire, otages des décisions. Quand on parle d'enfants et de jeunes, on parle d'un public qui doit être instruit, qui doit être éduqué, qui a donc certaines faiblesses en termes de compréhension de ce qui se passe. Et là, on a quand même, j'ai eu à regretter, moi, dès le début de cette crise et tout le long, qu'en termes d'information, de participation, d'information, enfin de tout ce qui permettait de comprendre l'effort qui leur était demandé, on a été mauvais. On était extrêmement mauvais. Je l'ai dénoncé à plusieurs reprises et j'en ai encore... de la tristesse, parce que certains pays, notamment, ont mieux réussi que nous. Je veux dire, au soir de ces grandes conférences, dont je vais même oublier le nom, télévisées. Et Codeco, notamment, voilà, les conseils Codeco, nationaux etc., de sécurité. Ces grandes réunions. Il y avait tout le monde était devant sa télévision, surtout au début. Les enfants étaient là, ils ne comprenaient rien. Certains pays ont tout de suite organisé une communication child-friendly, donc accessible aux enfants, accessible aux plus jeunes. Et tout le long, à partir du moment où on a dit on donne priorité à l'école, ce qui était un choix évidemment éminemment respectable, mais c'était donner le choix à l'école et arrêter tout le reste. Donc tous les acteurs de l'éducation permanente, tous les acteurs des maisons de jeunes, des maisons de quartier qui auraient pu justement aider et soutenir les jeunes à ce moment-là ont été arrêtés. C'est vraiment le seul souci. Et je rappelle quand même que le droit à la participation, le droit à l'information, le droit à l'expression, ce sont des droits qui sont consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, ce que vous nous dites là aujourd'hui, c'est pas que on a sacrifié
les jeunes, c'est pas cette expression-là que vous choisiriez. Par contre, vous avez parfois l'impression qu'on a pris des décisions pour les jeunes, sans toujours vraiment réfléchir à la granularité des mesures qu'on prenait, à informer les jeunes, à les laisser aussi participer, construire avec les autorités justement les mesures qui les concernaient dans ce moment où il fallait faire des efforts. C'est ce que Leïla Belkir nous dit. Vous venez de dire pas toujours, moi je dirais jamais. Jamais. Et je me souviens d'un moment vraiment très très particulier où la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, a pris la parole un soir au journal télévisé de RTL, je pense. On lui a posé une question, elle a refusé de poser la question, elle s'est tournée directement vers la caméra et elle a dit « Je veux m'adresser aux enfants et aux adolescents pour leur dire qu'ils n'étaient pas responsables de ce qui se passait ». Et je sais bien qu'à ce moment-là, je voudrais d'ailleurs un jour retrouver cette séquence, la journaliste a dû avoir un petit mot à l'oreillette, elle a tout de suite ramené vers la question alors que c'était très important de s'adresser aux jeunes directement, leur dire vous payez un prix relativement élevé et voilà. Et donc elle disait clairement vous n'êtes responsable de rien. Et je pense qu'en termes de santé mentale pour les enfants et pour les jeunes, on sait que certains en souffrent encore aujourd'hui, le fait d'avoir été pris en otage sans avoir les clés de compréhension, d'avoir été très très peu représentés dans les organes de concertation, de décision, etc. Et je salue toujours Leïla qui est en face de moi parce qu'à l'époque on a beaucoup discuté ces questions-là. Je pense que beaucoup de spécialistes, de médecins étaient conscients des difficultés et ont voulu améliorer la situation des enfants et des jeunes. Mais c'était extrêmement compliqué. Donc on a surtout envoyé le message aux jeunes, vous devez rester confinés, mais on ne vous dit pas pourquoi, on ne vous intègre pas dans les décisions, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça c'est le message. Oui, et on l'a dit souvent aussi, avec des conséquences très différentes pour des enfants qui vivaient dans un quartier relativement aisé, avec accès à un jardin, et d'autres qui vivaient dans des quartiers populaires, qui ont été très très vite repris par la police, ramenés chez eux de force, etc. Et ça c'est des conséquences très très lourdes pour ce public-là aussi. Alors vous parlez de la santé mentale, Bernard De Vos. On va justement voir ce qu'il en est à ce niveau-là, puisque du côté de l'Institut de santé publique Sciensano, on a monitoré assez vite durant la crise la question de la santé mentale, au bout de quelques semaines seulement, et on a continué à le faire au-delà de l'épidémie pour voir les répercussions. Alors quelles sont les données? Qu'est-ce qui ressort de cela? C'est ce que Sarah Pousset a examiné pour nous. En mai 2020, 2 mois après le début du confinement, la fréquence des troubles anxieux double chez les jeunes garçons et triple chez les filles par rapport à 2018. 30% de ces jeunes se disent aussi particulièrement affectés par des troubles dépressifs. Ces chiffres vont globalement augmenter au fil des semaines, puis redescendre lors des premières mesures de déconfinement, et puis remonter à nouveau. Et là, on atteint un pic dans les rapports de décembre 2020 et de mars 2021. À cette période de la pandémie, 40% des jeunes hommes se disent touchés par des troubles dépressifs. Concernant les jeunes femmes, un pic sera atteint en décembre 2021, soit plus d'1 an et demi après le premier confinement. Près d'une jeune fille sur 2 se dira atteinte de troubles de l'anxiété. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, dans l'un de ses derniers rapports, Sciensano pointait tout de même un taux de dépression de 30% chez les 18-29 ans. C'est quand même 3 fois plus qu'avant la pandémie. Au-delà de l'anxiété ou de la dépression, le psychopédagogue Bruno Mbeek évoque lui le syndrome de l'engourdissement pour parler des jeunes durant la pandémie. Ces jeunes ados ont été coupés de leur vie sociale, mais aussi pointés comme un danger pour leurs aînés. Alors que l'adolescence est un moment de rupture avec la norme, eh bien, ils ont dû respecter les règles au maximum, en mettant ainsi de leur côté leurs envies, leurs désirs et leurs émotions. Quand ils viennent en consultation, Bruno Mbeek évoque ainsi des jeunes psychiquement anesthésiés, comme coupés d'eux-mêmes par cette mise sous cloche sanitaire. Bernard De Vos, la santé mentale, et en particulier la santé mentale des jeunes, c'est quelque chose qu'on a sous-estimé durant cette pandémie? Oui, clairement, je veux dire, et les signaux étaient quand même assez évidents. Après le premier confinement, on voyait bien que les adolescents, les enfants n'allaient pas bien, qu'il y avait des soucis de santé mentale. Alors si même on ne peut pas considérer que tous les enfants étaient dépressifs, au moins beaucoup d'entre eux exprimaient des sentiments dépressifs qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été écoutés, qui n'ont pas été respectés. Et les conséquences, aujourd'hui, sont relativement lourdes encore. J'entends les chiffres
de Sensano, mais je pense vraiment que beaucoup de jeunes sont encore avec un bagage extrêmement lourd à porter. Et il faut reconnaître aussi que l'accès aux soins reste compliqué, même si beaucoup de choses ont été faites depuis, ça reste compliqué, c'est encore coûteux, c'est pas accessible, il y a encore beaucoup de temps d'attente pour être pris en charge. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait encore se dire qu'on devrait vraiment améliorer cette question-là. Il y a la question de la scolarité aussi. Les études PISA ont mesuré que sur les à peu près 9 semaines où les écoles ont été complètement fermées en Belgique, eh bien, il y a eu évidemment des retards d'apprentissage, presque 30% de la matière d'une année qui n'a pas pu être donnée à ce moment-là. Mais ce qu'il pointe aussi, les rapports PISA, et ça c'est assez interpellant, Bernard De Vos, c'est à quel point ça a aggravé les inégalités. Ça a été presque indolore pour les jeunes de familles plutôt favorisées. Par contre, dans les familles défavorisées, c'est bien plus que les 9 semaines perdues qui se sont jouées au moment du confinement. Je l'ai abordé très rapidement sur la question du confinement, la présence en rue, le fait d'avoir un environnement, mais c'est évident qu'à partir du moment où vous avez des parents qui sont instruits, qui sont éduqués, qui peuvent donner un coup de main à l'enfant pour maintenir un certain niveau, et que d'autres n'ont pas ces capacités-là, n'ont pas même parfois l'espace nécessaire pour le faire en toute tranquillité quand il y a plusieurs enfants dans la maison, etc. Et là, on voit les conséquences. Moi, je dirais que, évidemment, heureusement qu'on a maintenu l'école, mais c'est vrai que moi, j'aurais souhaité, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que peut-être qu'on diminue un peu l'école et qu'on augmente d'autres activités. Les enfants et les adolescents ne grandissent pas, ne sont pas éduqués exclusivement avec l'école. Il y a toute une série d'acteurs, ce qu'on appelle le tiers-milieu, qui auraient pu être aussi intéressants, notamment sur l'aspect sentiment dépressif, parce qu'on sait quand même que, allez, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais la qualité des relations au sein des écoles n'est pas exceptionnelle. Et donc, je pense que ce côté relationnel a manqué à beaucoup d'enfants qui en ont souffert en matière de santé mentale par la suite. Mais donc votre message, Bernard De Vos, pour terminer, c'est de dire on n'a pas sacrifié les jeunes au sens où ce serait eux qui auraient eu à payer pour des personnes âgées. Par contre, on a péché en ne prenant pas du tout assez en compte les spécificités des jeunes dans un moment aussi douloureux que celui-là. Parfaitement, c'est un très beau résumé. Leïla Belkir, quelles leçons alors tirer quand on croise votre regard justement en termes de spécialiste de la santé, ce que vient de dire ici Bernard De Vos, c'est quoi les leçons qu'on devrait tirer pour l'avenir si on doit regérer des situations comme celle-là et qu'on ne veut pas que ça vire au conflit de génération? Mais je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Bernard De Vos par rapport aux inégalités. Et je pense que le Covid a aussi été vraiment révélateur des inégalités sociétales. Le Covid a frappé aussi de façon plus sévère les personnes dans des conditions socio-économiques plus défavorables. Et les personnes adultes qui ont le plus aussi souffert sont les personnes qui étaient isolées, qui étaient dans des conditions difficiles. Donc ça, je pense alors, mais après de nouveau, moi je ne suis pas un spécialiste en santé publique, mais je crois que c'est un point dont il faudra vraiment faire attention si, par malheur, j'espère que ça n'arrivera plus, on était amené à vivre une nouvelle pandémie de la sorte, et puis peut-être mieux se préparer. Bon, je disais à l'époque, il n'y avait pas non plus les masques, etc. Et finalement, peut-être qu'on aurait pu gérer différemment en mettant beaucoup plus rapidement des mesures barrières de protection, favoriser des activités aussi à l'extérieur. En fait, tout ça n'a pas été fait. On a complètement coupé, mais parce que je le répète, à l'époque, il n'y avait pas d'autre solution, la société. Peut-être qu'on aurait pu, ou peut-être qu'on devrait, en tout cas la prochaine fois, envisager aussi des alternatives pour maintenir le lien social, qui est un lien clairement qui reste très important. Eh bien, voilà des mots que l'on va consigner déjà dans notre petit carnet sur les leçons de la crise, carnet qu'on va tenir durant les 4 épisodes de cette série. Mais revenons donc, en conclusion de cet épisode, à notre question initiale. A-t-on sacrifié les jeunes pour sauver les vieux ? Disons d'abord que tout le monde a dû faire des sacrifices, mais sans doute les jeunes ont-ils payé un tribut particulièrement lourd parce qu'on n'a pas toujours pensé les mesures en intégrant les spécificités de la jeunesse et encore moins le sort des jeunes issus de milieux défavorisés qui se sont retrouvés plus démunis encore. Et par ailleurs, l'enjeu n'a jamais été de juste sauver les vieux. On a surtout, et on l'a compris dans cet épisode, veillé à empêcher la saturation des hôpitaux, sinon beaucoup de patients, y compris jeunes, n'auraient pas pu être soignés. D'ailleurs, durant les 2 premières vagues, les soignants ont dû parfois décider de ne pas transférer certains patients très âgés aux soins intensifs afin, précisément, de laisser la place pour d'autres.
Voilà, c'était Les Clés, spécial Covid 5 ans après. Dans notre prochain épisode, une autre question délicate. Et si on avait eu un vrai plan pandémie ? Merci à Adrien Choquert et Laurent Nélissen pour la réalisation sonore. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Tous les épisodes de cette série et des Clés en général sont bien sûr sur Ovio, ainsi que sur toutes vos plateformes de téléchargement.